Lors de notre enquête, nous nous sommes intéressés à l'une des plus célèbres du pays, l'Académie française. Sur les quais de Seine, elle siège sous la magnifique coupole de l'Institut de France, une institution fondée sous Louis XIII qui abrite les fameux académiciens chargés de faire évoluer la langue française. Les immortels, comme on les surnomme, reçus sous la coupole en habits vert et or pour leur intronisation. Des cérémonies solennelles, comme pour Simone Veil en 2010. L'Académie, une institution à part, placée sous la protection exclusive du président de la République. Une assemblée au service du savoir et de la France, et qui accueille donc les personnalités les plus illustres du pays. Des politiques, comme l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, ou encore des écrivains comme Jean d'Ormesson, le doyen, qui siège ici depuis 40 ans. Ce que vous êtes d'abord, c'est courageuse. Et les Français aiment le courage. L'Académie française, la plus connue, car au sein de l'Institut de France, il existe aussi l'Académie des sciences ou celle des beaux-arts. En tout, 700 académiciens sont chargés de promouvoir les arts, les sciences et les lettres. Des grandes personnalités récompensées par la nation, avec tous les honneurs qui vont avec. Sur les bords de Seine, à quelques encablures de l'Académie, c'est sur une péniche que l'un de ces fameux académiciens travaille en dehors de ses passages sous la coupole. Jacques Rougerie est l'un des plus célèbres architectes français. Bonjour, bonjour. Belle journée, hein. Depuis 30 ans, c'est ici dans son bureau flottant qu'il travaille sur sa spécialité, l'habitat sous-marin. Des immeubles ou encore des musées bâtis sous les océans. Il faudrait qu'on regarde bien l'accroche là, entre la verrière et la toiture. Une notoriété internationale qui lui a permis d'entrer à l'Académie des Beaux-Arts il y a 5 ans. Bien. Or justement, ce matin-là, il doit se préparer comme chaque année pour un rituel immuable, la grande session de rentrée des académiciens. Et pour ne rien laisser au hasard, Jacques Rougerie fait un petit essayage du fameux uniforme qu'il conserve précieusement. Bon, là, je suis un peu grossi. Ah bah si, il y a du bleu, voilà, là. un peu. Il y en a, là. Et la veste. Le célèbre habit vert bardé de palmes académiques est confectionné sur mesure pour son arrivée sous la coupole. Ça a pris 3 mois pour faire l'habit, parce que tout est brodé, là. Tout est complètement brodé. Et puis de fil d'or. Et combien ça coûte? Un costume d'académicien comme celui-ci vaut aux alentours de 25 000 €. Donc c'est pas donné, que le costume, bien entendu. Car il y a aussi l'épée, symbolisant la vie de chaque académicien. De véritables œuvres d'art qui peuvent coûter jusqu'à 70 000 € pièce. Celle-ci représente un animal de mer. L'œil, c'est une perle rare, extrêmement rare, qui vient des Tuamotu. Une panoplie très luxueuse. Mais qui paye la facture? A priori, pas le contribuable. La tradition veut que l'habit et l'épée soient offerts par les amis de l'académicien qui font office de mécènes. Le nœud papillon, c'est parfait. Il faut dire que ce n'est pas avec son indemnité d'immortel que Jacques Rougerie a pu se payer tout ce décorum. A priori, son travail à l'Académie est totalement désintéressé. On a un petit défraiement qui est symbolique, voilà, qui est de l'ordre, je crois, de 250 € par mois. Mais c'est normal, on est là, bon, il faut faire don de son temps, de ses passions, les faire partager. Voilà, donc vous n'allez pas à l'Institut pour toucher une rente. Je ne crois pas qu'il y ait des académiciens qui aient cet état d'esprit du tout, non. Jacques Rougerie n'est pas devenu académicien pour s'enrichir. Pourtant, l'institution pour laquelle il donne de son temps est l'une des plus fortunées de la République. Bonne continuation. Nous l'avons découvert en dépit du secret qui, vous allez le voir, entoure cette institution pourtant connue de tous les Français. À plusieurs reprises, en effet, nous avons cherché à rencontrer la direction de l'Académie. En vain. Alors, comme les académiciens ont refusé de nous ouvrir les portes de la fameuse coupole, nous avons décidé de passer par l'entrée de service. Après vous. Merci.
Un employé qui souhaite rester anonyme a accepté de nous servir de guide dans les coulisses de cette institution très célèbre, mais rarement ouverte aux Français. En caméra cachée et muni d'un appareil photo, nous découvrons donc l'intérieur de ce palais républicain. Dans quelques instants, la suite d'Enquête d'actualité. Vous découvrirez les coulisses de l'Académie française et vous verrez comment l'argent de l'État sert notamment à financer des appartements de fonction et des avantages en nature dont bénéficient les académiciens. Ils ne payent pas de loyer, ils ne payent évidemment pas l'électricité, pas les transports, ils ont des voitures avec chauffeur. Quasiment tout est payé. Vous allez voir aussi comment vos impôts servent à financer de grands travaux. Par exemple, pour construire ce musée le plus cher de France, il a coûté 6 fois plus d'argent aux contribuables que ce qui était prévu au départ. Et puis d'autres membres qui ont dit nous ne voulons pas savoir quel est le budget parce que nous voulons voter pour le plus beau des projets. L'Académie française, nous l'avons découvert, est une institution entourée de secrets et aussi l'une des plus fortunées de la République. À plusieurs reprises, nous avons cherché à rencontrer la direction de cette institution, en vain. Alors, comme les académiciens ont refusé de nous ouvrir les portes de la fameuse coupole, nous avons décidé de passer par l'entrée de service. Après vous. Merci. Un employé qui souhaite rester anonyme a accepté de nous servir de guide dans les coulisses de cette institution très célèbre, mais rarement ouverte aux Français. En caméra cachée et muni d'un appareil photo, nous découvrons donc l'intérieur de ce palais républicain. Un magnifique monument, depuis toujours mis à la disposition de l'Académie par l'État, et gratuitement, avec évidemment la fameuse coupole où se déroulent les grandes cérémonies. Les discours des académiciens se font à ce pupitre, avec deux huissiers de part et d'autre. Un peu plus loin, au détour d'un couloir, voici la bibliothèque privée des académiciens. 200 000 ouvrages anciens, dont certains remontent à la Renaissance, sous la surveillance d'une conservatrice. Les pièces qui sont uniques, il y a notamment une collection de l'art de Maxime, c'est ça? Oui, là c'est la partie visible de l'iceberg. On a des magasins sur 9 étages. Des lieux où les académiciens travaillent ou reçoivent en grande pompe, comme dans ces salons du XVIIIe siècle. Tout ici respire la monarchie. L'Académie, où travaillent 300 employés, dont une majorité de fonctionnaires. Bonjour. Des huissiers, des jardiniers ou des informaticiens. Payés par l'État, chacun de ces agents touche en moyenne plus de 34 000 € par an, selon ce document de la Cour des comptes. Cela fait près de 3 000 € par mois, un bon salaire. N'hésite pas à m'appeler tout à l'heure, d'accord? Je passerai. Merci beaucoup, hein. L'État, qui assure aussi une partie de la rémunération des dirigeants de l'institution. Élus par leurs pairs académiciens, il y a le chancelier, Gabriel de Breuil, ici au milieu, entouré de 2 de ses secrétaires perpétuels, les patrons des différentes académies. Le chancelier qui touche par exemple plus de 9 000 € par mois. Au total, l'État verse chaque année plus de 10 millions d'euros aux académiciens. Mais voilà, ce n'est qu'une petite partie de leur budget. Car en réalité, l'institution est à la tête d'une fortune colossale accumulée au fil des années grâce à sa place un peu à part dans la République. Dans ce rapport, publié en avril dernier par la Cour des comptes, les magistrats ont fait le calcul. L'Académie est à la tête d'un patrimoine évalué à plus d'1,5 milliard d'euros. Beaucoup l'ignorent, mais l'institution possède par exemple une quarantaine d'immeubles dans Paris. Il y a aussi des châteaux comme celui de Chantilly ou celui de Langeais. L'Académie détient aussi de grands musées parisiens comme Jacques Marandré ou Marmottan. Sans oublier les propriétés luxueuses comme la villa Efroussi, un joyau de la Côte d'Azur. Enfin, l'Institut possède un énorme patrimoine financier, plus d'1 milliard d'euros sur des comptes bancaires. Tout ce patrimoine a été légué au fil des années par de généreux donateurs, des grandes fortunes et des entreprises qui deviennent mécènes en créant une fondation parrainée par les immortels. Il y en a plus de 1000 à l'Institut de France. Par exemple, celle de l'assureur Allianz, celle d'EDF ou encore du groupe Énergie. Des fondations qui parrainent des travaux de recherche ou des bonnes œuvres, mais qui permettent surtout au bienfaiteur, en échange de sa générosité, de réduire ses impôts de 66% du montant du don.
Rien d'illégal, mais en contrepartie de ces millions d'euros qui échappent aux impôts, l'État réclame évidemment toute la transparence. Or, dans son rapport d'avril dernier, c'est la plus grande opacité qui règne à l'Académie. Par exemple, sur le manque à gagner qu'elle occasionne en termes d'impôts avec toutes ses fondations. Ce dispositif est à l'origine de moins-values fiscales, dont le montant devrait être évalué par l'État et connu du Parlement. L'Institut de France brasse donc des millions d'euros défiscalisés et sans rendre de compte. C'est ce que nous a confirmé un ancien dirigeant de l'Académie que nous avons joint par téléphone et qui souhaite rester anonyme. Il évoque notamment la fondation Claude Monet à Giverny, propriété de l'Académie des Beaux-Arts, un musée consacré aux peintres. Quand vous avez à Giverny un musée qui est remarquablement géré et donc qui dégage plein de revenus annuels pour payer aucun impôt. N'importe quel magasin de chaussures, quand il est bien géré, qui dégage plein de revenus, il paye des impôts sur les sociétés. Donc il y a effectivement une loi particulière qui bénéficie à l'Institut. Tant mieux pour l'Institut, tant mieux pour les académies, mais c'est vrai que la contrepartie de ça, ça devrait être une moralité absolue dans la gestion des fonds. Or, cette gestion est on ne peut plus opaque. Le rythme annuel des dons, par exemple, serait de l'ordre de 20 millions d'euros. Mais impossible de savoir exactement ce que les académiciens font de tout cet argent. C'est a priori que des grands monsieur à l'Institut, c'est que des grands savants, ce sont des prix Nobel, ce sont des grands écrivains, ce sont des grands scientifiques, ce sont des grands érudits. Donc il n'y a pas de contrôle par les administrations d'État de l'emploi des fonds. En effet, selon cette loi de 2006, l'Académie, sous la seule protection du président de la République, ne dépend plus d'aucun ministère. Sauf qu'à ce jour, l'Élysée n'a toujours pas décidé de regarder de plus près la façon dont l'Institut de France gère sa fortune. C'est donc finalement la Cour des comptes qui a fait son enquête. Elle en a tiré un rapport accablant. Les magistrats évoquent un gaspillage d'argent public, marqué par des dérives, et l'existence de régimes de faveur. Pour tenter d'en savoir plus, nous retrouvons l'employé qui nous guide dans les coulisses des académiciens. Les dirigeants de l'institution, par exemple, peuvent bénéficier d'un logement de fonction juste à côté, dans les ailes de ce palais de la République. Le secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts qui vient de quitter les liens pour aller sans doute jusque chez lui, c'est-à-dire en face. Des appartements de fonction pointés du doigt par la Cour des comptes. En effet, les logements, ici mais aussi en plein Paris, seraient attribués gratuitement et sans aucune justification. 200 appartements environ, comme celui-ci, dans les plus beaux quartiers, légués par les donateurs. Et si ces logements ne conviennent pas aux académiciens, l'institution n'hésite pas à sortir le chéquier. Ainsi, pendant 20 ans, l'Académie a payé à ses frais le loyer du secrétaire perpétuel de l'Académie française, logé dans un 7 pièces en duplex, pour plus de 5 400 € par mois. À sa mort, elle a même décidé d'accorder une compensation à sa veuve, une participation financière de 3 000 € par mois. L'Académie, comme nous le confirme l'employé qui nous guide, ne regarde pas à la dépense avec ses pensionnaires. Ils ne payent pas de loyer, ils ne payent évidemment pas l'électricité, pas les transports, ils ont des voitures avec chauffeur. Quasiment tout est payé. Donc il y a un certain nombre d'avantages en sus des indemnités versées par l'Institut. Et vous allez voir que tout cet argent, exempté d'impôts pour profiter à des œuvres de mécénat, est aussi utilisé de façon inquiétante. Loin des arts, des sciences et des belles lettres, les académiciens prennent beaucoup de risques avec les millions d'euros dont ils bénéficient avec le soutien de l'État. Nous en avons eu la confirmation dans Paris auprès d'un homme qui a longtemps travaillé pour cette institution. Christian Cambier a été pendant 18 ans le gestionnaire de fortune, mandaté par les académiciens pour faire fructifier une partie de l'énorme pactole légué au fil du temps par les donateurs.
L'argent de l'Institut, c'est l'argent des fondations, c'est l'argent des académies. Tout ça fait un pot commun qui était de l'ordre de 500 millions. Et cet argent est géré en masse. Donc moi, j'en avais un bout. Et j'ai des copains qui en avaient un autre bout. La part confiée à Christian Cambier, 140 millions d'euros, les académiciens vont lui demander de la placer en bourse. Un portefeuille en actions alimenté par d'énormes montants et qu'il va faire fructifier jusqu'en 2007, profitant de l'envolée des marchés. On m'a remis de l'argent en plusieurs époques, hein, tant de millions, 10 millions, etc. J'étais flatté de la confiance. Le problème, c'est que l'embellie ne va pas durer. En 2008, c'est la crise financière, la bourse s'effondre. Les académiciens paniquent et demandent alors à Christian Cambier de vendre leurs actions en chute libre. Un très mauvais choix selon lui. Ils ont liquidé mon portefeuille en une journée. Une journée. Tout, ce qui ne se fait pas. On ne liquide pas un portefeuille de 80 ou 100 millions en une journée, ça s'est jamais vu. À l'Académie, personne n'a voulu répondre aux déclarations de l'ancien gestionnaire de fortune. En tout cas, selon les magistrats, 11 millions d'euros sont bien partis en fumée en quelques jours. Et les académiciens vont faire la même erreur en 2009, comme le souligne la Cour des comptes. L'absence de véritable stratégie s'est traduite par des pertes de plusieurs millions d'euros. Des fortunes dilapidées en pure perte dans l'une des institutions les plus connues des Français. Le problème, c'est que ces gens-là n'étaient pas des gens de marché. Ils ne le sont toujours pas d'ailleurs. Les académiciens brillantissimes, illustres, très connus, mais qui d'abord ne sont plus en contact avec la réalité quelquefois depuis longtemps, qui n'ont quelquefois jamais géré d'ailleurs de portefeuille, et quelquefois qui ont atteint un âge respectable. Certaines institutions comme l'Académie bénéficient donc d'avantages fiscaux, alors que les Français, eux, sont mis à contribution. Et une chose est sûre, les contribuables sont de plus en plus attentifs à la bonne utilisation de leurs impôts. Or, il y a un domaine dans lequel les dérapages budgétaires sont réguliers, les grands travaux. Salles de spectacle, stades ou grandes administrations, des bâtiments financés par les citoyens et qui voient leurs coûts s'envoler. Le dernier en date a mis en émoi l'une des plus grandes villes françaises en battant tous les records de dépenses.